Ici, Wyatt Reed, pour The Grey Zone, en direct de Téhéran. Ce soir, nous allons parler avec Ebrahim Azizi, le président de la Commission de la sécurité nationale du Parlement iranien. Nous aborderons certaines des récentes déclarations du président américain Donald Trump et du chancelier allemand Friedrich Merz. Ensuite, nous parlerons du nouveau cadre réglementaire que l'Iran met en place pour le détroit d'Ormuz. Nous évoquerons aussi la viabilité de la présence militaire américaine au Moyen-Orient. Restez avec nous. Ce soir, je m'entretiens avec le président de la Commission de la sécurité nationale du Parlement iranien, Ebrahim Azizi. Monsieur Azizi, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Techniquement, les États-Unis et l'Iran ont convenu d'un cessez-le-feu. Pourtant, l'administration Trump continue de menacer l'Iran et les causes profondes du conflit n'ont toujours pas été traitées. Les deux camps bloquent les navires de l'autre, continuent d'exprimer des exigences maximalistes et à bien des égards, les deux pays semblent plus éloignés que jamais depuis la révolution de 1979. Comment décririez-vous la situation actuelle entre l'Iran et les États-Unis? L'Iran est-il en guerre avec les États-Unis? Ou peut-être que la vraie question serait, est-ce que les États-Unis sont en guerre avec l'Iran? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Eh bien, tout d'abord, je tiens à les remercier sincèrement pour leur présence en Iran. J'espère que pendant ces quelques jours de visite, ils pourront transmettre avec précision les vérités qu'ils auront observées. Dès mon arrivée ici, j'ai pris soin de le dire très clairement. Le monde entier ressent aujourd'hui une soif profonde, presque désespérée, d'entendre la vérité. La vraie, les faits brûlés et incontestables. Malheureusement, la censure en Amérique et dans le régime sioniste a atteint un niveau tel, surtout en ce qui concerne la guerre entre l'Iran, l'Amérique et ce régime, qu'elle empêche, hélas, que la vérité soit dite. Ah, l'histoire de ton parcours et la sagesse que tu as acquise tout au long de cette période de transformation, partagée avec une telle sincérité, peut vraiment apaiser la soif désespérée de tant de personnes dans le besoin et répondre aux profondes attentes d'une société qui en manque cruellement. Pendant toute l'année 2025, alors qu'on approchait de la fin de cette année et qu'on entamait les premiers mois de 2026, nous nous sommes retrouvés engagés dans presque 3 guerres distinctes contre les États-Unis, le régime sioniste et plusieurs de leurs différents relais à l'intérieur du pays. Il y a eu 2 conflits militaires séparés, l'un à Kurdat en 2025, l'autre à Ispahan en 2026. En réalité, ces guerres nous ont été imposées avec la coopération et le soutien des États-Unis, et pour celle de 2025, avec l'implication directe et ouverte des Américains eux-mêmes. Ils ont commis des atrocités pendant les 2 guerres, violant même les lois de la guerre et perpétrant des crimes contre l'humanité. Et pourtant, ils se présentent comme des défenseurs des droits de l'homme, surtout les Américains, alors qu'ils ont piétiné ces mêmes droits. Ils n'ont même pas épargné les femmes et les jeunes filles innocentes. Ce chien enragé d'Israël a eu l'audace de déclarer « Nous n'épargnerons même pas vos femmes enceintes ». Avec tout le respect que je leur dois, ils ont mené cette opération avec une sauvagerie totale, sans la moindre retenue. Et entre ces 2 guerres, ils ont aussi mené différentes opérations de rue contre nous. Ils ont déployé leurs différents services de renseignement en Iran, qui ont mené de nombreux actes violents contre notre peuple. Quelles que soient les circonstances, cette guerre, malgré tous les dégâts qu'elle a causés, n'a atteint aucun des objectifs principaux des Américains. Et après 40 longs jours de combats intenses, faute de résultats concrets, et face à la pression croissante exercée sur les Américains et sur le régime sioniste, ils ont finalement décidé de déclarer, une fois de plus, un cessez-le-feu unilatéral.
À ce stade, je voudrais répondre à votre question avec la plus grande précision. Le cessez-le-feu, c'est les Américains qui l'ont demandé, et nous avons choisi de l'accepter parce que nous respectons strictement les principes éthiques établis de la guerre. En ce moment même, nous maintenons un état de cessez-le-feu. Cependant, il est vraiment regrettable que tout au long de ce cessez-le-feu, la partie américaine ait agi de manière constante en contradiction directe avec les principes fondamentaux de l'accord. De plus, elle a à plusieurs reprises commis des violations claires et flagrantes de ces termes. Par exemple, ce qu'ils appellent un blocus naval. La situation à laquelle nous faisons face aujourd'hui, c'est précisément cette phase qu'on appelle un cessez-le-feu. Un cessez-le-feu que les États-Unis sont en train de violer. Nous affirmons que la réponse ferme à cette violation flagrante du cessez-le-feu est totalement légale et justifiée. Et d'ailleurs, la pression continue exercée par les États-Unis ne donnera aucun résultat à ce stade. Je voulais vous lire quelques citations de dirigeants occidentaux cette semaine. Plus tôt dans la semaine, le ministère iranien des Affaires étrangères a condamné les États-Unis pour ce qu'il a qualifié, je cite, de légalisation pure et simple de la piraterie. Vendredi, Trump a en quelque sorte confirmé cette description à propos de la saisie de navires iraniens par les États-Unis. Il a déclaré, je cite, « C'est une activité très rentable. On est comme des pirates. » Et on a pris le contrôle du navire, on a pris la cargaison, on a pris le pétrole. C'est un business très rentable. Qui aurait cru qu'on ferait ça? On est comme des pirates. Oui, un peu comme des pirates. Quelle est votre réponse à ces commentaires? Naturellement, le fait que votre président ait reconnu publiquement avoir commis des actes de piraterie montre, à mon sens, la profondeur d'un état d'esprit et d'un comportement fondamentalement contraire aux normes juridiques et internationales. Un président de ce calibre n'est pas digne d'un peuple aussi grand que le vôtre. Il est dans le déni, narcissique et menteur invétéré, vivant dans un monde imaginaire, coupé de la réalité. Mais une chose est sûre, ces actions irresponsables et honteuses auront inévitablement leurs conséquences. J'aimerais que vous réagissiez à un autre commentaire, si vous le voulez bien. La semaine dernière, le chancelier allemand, Friedrich Merz, a déclaré que les responsables iraniens, je cite, négociaient manifestement avec beaucoup d'habileté et qu'ils semblaient, je cite encore, clairement plus forts qu'on ne le pensait. Il a aussi employé une phrase assez marquante. C'est tout un peuple qui est humilié par la direction iranienne. Que pensez-vous de ces propos? Prenez-vous cette déclaration au pied de la lettre? Et si oui, y a-t-il d'autres pays européens qui, en coulisses, pourraient être en train de changer de camp? Nous nous réjouissons que les Européens affrontent enfin la dure réalité de leur situation. Ils ont été profondément humiliés par les actions du président Trump. Et pendant cette guerre qu'ils ont collectivement lancée contre nous, ils ont fini par adopter une position plus logique, plus raisonnable. Si les prises de position des Européens, y compris celles du président français Emmanuel Macron et de la chancelière allemande, montrent qu'ils commencent à reconnaître certains faits que nous soulignons depuis longtemps, il est naturel que d'autres nations aient, elles aussi, mis en œuvre des mesures très efficaces et sensées durant cette période, fondées sur une logique solide et une rationalité claire. Par exemple, l'Espagne, ainsi que plusieurs autres pays, ont abordé toute cette question avec un vrai sens du réalisme et du pragmatisme depuis le début de cette guerre. S'ils continuent à avancer dans cette même direction, cela montre bien qu'ils suivent une approche parfaitement logique et cohérente. Ce sont dans tous les cas des arguments très solides. Cependant, nous n'avons pas lié les devoirs et la mission que nous nous sommes fixés
pour nous-mêmes et pour notre nation à cette époque, aux déclarations ou au point de vue des autres. Autrement dit, nous comptons sur notre propre force pour tenir debout par nous-mêmes. Cela dit, nous saluons le réalisme dont font preuve d'autres pays, souvent les... J'aimerais qu'on change un peu de sujet pour parler de ce que vous avez décrit comme un nouveau cadre réglementaire maritime pour le détroit d'Ormuz. Pouvez-vous nous donner quelques détails sur cet accord proposé de partage des péages, sur le cadre du Golfe Persique proposé par l'Iran? Et puis, pouvez-vous nous dire quelle a été la réaction de pays comme Oman, qui en principe participeraient à la répartition de ces péages, et de pays comme la Chine, où le péage, d'après ce qui a été rapporté, serait libellé en yuan? Est-ce que la Chine, de manière générale, soutient ce nouveau cadre? Dès les tout premiers jours de la guerre, nous avions prévenu que si les Américains commettaient une grave erreur d'appréciation, ce conflit deviendrait régional. L'une des conséquences directes de cette guerre régionale a été la destruction totale de plus de 14 bases militaires américaines dans tout l'ouest du ZARD. Bien sûr, prenons l'exemple du Daplos T-10 sur le détroit d'Ormuz. Avant la guerre, pendant 40 jours, le passage était resté ouvert et le trafic maritime circulait librement. Pourtant, comme nous l'avions annoncé, il a été fermé et placé sous le contrôle absolu du gouvernement iranien. S'il faut retenir un seul acquis de cette guerre, c'est bien notre souveraineté sur le détroit d'Ormuz. Quelles que soient les dizaines de réussites que cette guerre nous a apportées, l'une d'entre elles, c'est que les Américains ont fui le Golfe Persique et se sont installés bien plus loin, dans l'océan Indien. C'est un fait. Aujourd'hui, nous avons imposé toutes les règles que nous voulions sur le détroit d'Ormuz. À partir de maintenant, le détroit d'Ormuz est sous le contrôle total et intelligent de la République islamique d'Iran. Sur ordre donné au commandant de la marine des gardiens de la Révolution, le passage par ce détroit vital est interdit à toutes les nations hostiles. Les pays qui appliquent des sanctions contre l'Iran sont strictement interdits. Le régime sioniste l'est également, sans exception. Même les pays qui disposent de droits de transit doivent payer les droits d'entrée exigés. Le projet de loi de l'Assemblée islamique sur la sécurité et le développement du Golfe Persique et du détroit d'Ormuz est maintenant entièrement prêt. Les 4 piliers fondamentaux de cette initiative sont la sécurité, la sûreté, les services maritimes et la protection de l'environnement. Quelles que soient les circonstances, c'est aussi un fait marquant pour la présidence américaine actuelle. Il a fermé un détroit vital qui était grand ouvert. Et quel a été son grand accomplissement? De l'essence à $6 partout aux États-Unis. Quel choix ont fait les Américains? Vous avez évoqué le départ de l'armée américaine des bases au Moyen-Orient. Y a-t-il des circonstances dans lesquelles l'Iran autoriserait les États-Unis à revenir sur ces bases et à les reconstruire? Il est très peu probable que de telles conditions se reproduisent un jour. Les navires militaires hostiles sont strictement interdits dans le détroit d'Ormuz, et les bases, les troupes et les navires américains se trouvent actuellement en dehors du Golfe Persique. De plus, le comportement des États-Unis laisse penser qu'ils ne recevront pas l'autorisation d'y entrer. Il semble vraiment que l'Amérique doive enfin renoncer définitivement à sa présence dans le Golfe Persique et se concentrer beaucoup plus sérieusement sur ses propres affaires intérieures. S'ingérer dans les affaires internes d'autres nations souveraines et entretenir l'instabilité dans des régions lointaines du monde ne produit plus aucun résultat concret pour les États-Unis. Le peuple iranien ne pourra jamais oublier ces actions hostiles qui violent toutes les normes humaines fondamentales et les droits humains les plus élémentaires, et il continue d'exprimer sa vive protestation. Sans aucun doute,
Les générations futures se souviendront toujours de ces crimes odieux et impardonnables. Remember these heinous, unforgivable crimes. How does Iran differentiate? Comment l'Iran fait-il la différence entre les États-Unis et Israël, étant donné par exemple la proximité entre des personnes comme Jared Kushner et Steve Witkoff? Quand vous traitez avec ces négociateurs, est-ce que vous négociez avec les États-Unis ou avec Israël? Et selon vous, quel est l'objectif des États-Unis dans cette affaire? Est-ce qu'il diffère de celui d'Israël, qui cherche assez ouvertement un changement de régime? Which fairly openly seeks regime change? No, we do not see any difference between America and the Zionist. Non, nous ne voyons aucune différence entre l'Amérique et le régime sioniste. Witkoff et Kushner ne sont que deux profiteurs. Et voilà qu'ils sont maintenant devenus les envoyés du président américain pour les affaires du Moyen-Orient. Dans toutes les négociations auxquelles ils ont participé récemment, ils n'ont cherché qu'à défendre leurs propres intérêts économiques. Les rapports de nos responsables du ministère des Affaires étrangères indiquaient d'ailleurs clairement qu'ils étaient venus ici pour ces mêmes objectifs de courtage et d'enrichissement familial. Franchement, en tant que personne qui travaille depuis des années dans la défense politique et des domaines similaires, le jour où j'ai vu que le président américain avait choisi Berkowitz et Kushner pour mener les négociations, j'ai tout de suite senti qu'ils n'étaient pas là pour négocier. I felt that they weren't looking for negotiations at all. They were looking for deal making and family interests. Ils cherchaient à conclure des affaires et à défendre leurs intérêts familiaux, les mêmes négociations qu'ils menaient activement à ce moment-là, en proposant des projets d'investissement de 100, 180 et 200 milliards de dollars. Cela montrait clairement que leur véritable intention était d'installer leur propre société intermédiaire ici, dans notre pays. Oui, des milliards de dollars. Nous avons encore un différend majeur à régler avec le régime sioniste. Il est absolument essentiel de leur donner une leçon très dure et durable. Nous avons fait la promesse solennelle qu'ils seraient punis de manière pleinement appropriée. C'étaient les guerres de 12 et de 40 jours. Les Américains leur ont apporté leur aide. 40-day wars. The Americans provided them with assistance. Without that support, they simply lacked the necessary strength to stand up. Sans ce soutien, ils n'avaient tout simplement pas la force nécessaire pour se lever et affronter l'Iran. Le régime sioniste est bien en dessous de cela et bien plus méprisable encore. Et soyez-en sûrs, un jour, vous assisterez, sans aucun doute, à sa destruction totale. Encore une fois, je vous souhaite plein de succès dans vos entreprises. Je suis vraiment reconnaissant de votre présence ici, en Iran. Je tiens aussi à m'excuser pour ce que j'ai pu dire, pour certaines remarques qui étaient peut-être, d'une certaine manière, inévitables. Je vous demande simplement de ne pas interpréter mes paroles comme une attaque personnelle, et Dieu m'en garde. Je n'ai jamais eu l'intention de vous offenser, ni vous, ni votre peuple. Quoi qu'il en soit, vous avez vraiment la chance d'avoir un président d'une profondeur aussi remarquable. To have such a remarkably profound president. Monsieur Zizi, merci beaucoup d'avoir pris le temps de parler avec ces grands hommes. Mais